France Inter. Il a passé sa vie à changer la nôtre. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, est mort à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer du pancréas. La firme américaine... Autre hommage, celui de Steve Wozniak, compagnon de la première heure et cofondateur d'Apple. Il y a comme un vide qui ne sera jamais rempli, comme quand Lennon est mort, ou JFK, ou même Martin Luther King. C'est comme un grand trou laissé en haut. L'hommage est unanime ce matin après l'annonce de la mort à 56 ans de Steve Jobs des suites. C'est sur le site internet de la Maison Blanche que Barack Obama a eu ses premiers mots pour... Es ist ein trauriger Tag für die Menschen von Palo Alto. США на 57-м году жизни скончался Стив Джобс. 前 CEO 最高経営責任者スティーブ・ジョブズさんが5日死去しました。 Pour moi, Steve Jobs était un prophète. Le mec le plus cool du 21e siècle. Un genre de John Lennon 2.0. Mais pour ma copine, c'était le symbole du capitalisme, de la société de consommation. Big Brother en chair et en os. Vous allez me dire, et alors? On peut avoir deux conceptions différentes de la pomme et vivre ensemble en s'aimant très fort et en faisant beaucoup d'enfants. Moi aussi, je croyais. Ben en fait, non. Ce matin-là, je ne tenais plus en place. J'allais être un des premiers à toucher la dernière merveille de la pomme. J'avais passé la nuit à faire les 100 pas. Je ne voulais pas me faire piquer ma place dans la file. Mais il n'y avait que ça qui comptait. J'allais la voir. Et puis, les portes du paradis se sont ouvertes. Et là, l'extase, le grand frisson. À un léger détail près, parce que ce jour-là, il se trouve que c'était aussi l'anniversaire de ma copine. Et évidemment, je l'avais oublié. Le genre de bourde qui ne pardonne pas. J'avais 7 appels en absence et un message où elle disait que c'était fini, qu'elle me quittait. Un message qui disait en gros que j'étais plus amoureux de la pomme que d'elle, que je dilapidais toutes mes thunes sur iTunes, en appli, en jeu, en film, en musique, et que je n'avais même plus de quoi changer de chaussettes. Elle insinuait que je ne voyais la vie qu'à travers des petits coups de pod, des petits coups de pad, des petits coups de Mac, et que j'avais fini par les manger, les pommes. Pas mal de pommes, c'est vrai. Elle disait que j'étais accro. Ça m'a fait dégringoler de mon iCloud, enfin de mon nuage. Dans le doute, j'ai préféré consulter. Je crois qu'il y aurait un vrai danger à considérer comme de l'ordre de la dépendance, c'est-à-dire d'une maladie grave, ce qui est peut-être de l'ordre de l'intérêt, de la passion, de l'attirance. Mais jamais on va soigner les consommateurs. Hein, c'est knock, ça. Et on va rentrer, je vais faire un panneau à l'hôpital, consommateur d'Apple, deuxième porte à gauche. Non, je ne le ferai pas. Est-ce que je peux vous montrer une petite séquence ? Parce que j'ai été à l'ouverture d'un Apple Store et j'avais mon iPhone avec moi. Du coup, j'ai pu filmer un jeune homme que j'ai rencontré par hasard. C'est bien de partager ça et puis on a attendu depuis hier. J'étais là à 16h. Et bah voilà quoi. On sait pourquoi on a attendu. Franchement, c'est un moment vraiment intense, c'est exceptionnel. Honnêtement, c'est exceptionnel. C'est pas des gens qui vont nous prendre de haut, c'est des gens qui comprennent, qui nous comprennent, avec qui on va pouvoir parler comme si voilà, ils étaient effectivement proches de nous. On peut partager des choses, notre passion, tout
cet univers, voilà. Et juste le petit truc qui était marrant, c'est qu'on était avec quelqu'un qui n'était pas forcément fan d'Apple. Et là, je viens de le croiser, il avait les larmes aux yeux. C'est pour vous dire, voilà, ce qui se passe ici, il y a de l'électricité dans l'air, c'est vraiment, c'est génial, c'est super. Voilà. Je pense que là, on est plus dans l'ordre de, j'allais dire, de la recherche identitaire. Ce que j'ai entendu, moi, de ce jeune homme, c'est au fond, on me comprend, on m'écoute. Il y en a des comme moi. Je suis pas tout seul. C'est un des grands, j'allais dire, un des grands drames contemporains que vivent tous ceux qui sont un peu anxieux. C'est l'impression d'être tout seul avec leur état d'âme. Là, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne l'idée qu'avec un ordinateur, vous devenez quelqu'un d'exceptionnel, hein, quelqu'un d'extraordinaire. Et en plus, vous trouvez immédiatement plein de copains qui partagent le même intérêt que vous. Donc voilà, il y a une sorte d'autothérapie ou de thérapie sauvage du mal de vivre qui se réalise de manière collective. Et voilà, je ne suis pas un camé. Ma famille, c'est la pomme. Mieux vaut avoir une famille que pas du tout. Surtout quand on vient de se faire larguer. Par contre, comment la pomme a réussi à devenir ma famille, c'est ça qu'il faut que je comprenne. Que je la dépiote, la pomme, jusqu'au pépin. J'ai pris le premier avion pour la Californie. La Mecque de la cool attitude. Direction San Francisco, le jardin d'Éden de la pomme. Là où tout a commencé, dans les années 70. Franchement, vous trouvez vraiment que ça ressemble au QG du capitalisme? Jobs, un vulgaire patron? La pomme, une simple machine à fric? Moi, ce que je ressens, c'est surtout une douce odeur d'herbe et un super parfum de liberté. Bon, évidemment, il y a des distributeurs. Mais ça prouve rien, ça. Faut bien que les hippies, eux aussi, puissent tirer du cash. Là, par contre, ça m'étonne. J'imaginais que le premier salarié historique de la pomme en aurait accumulé, lui, du cash, vu les dernières cotations en bourse. Je vous en prie, asseyez-vous. Je crois. Mais bon, c'est sans doute qu'il aura su rester simple. Vous savez quoi, je préfère m'asseoir ici. J'ai rencontré Steve Jobs à l'université de Reed. Steve et moi partagions le même intérêt pour la littérature et la spiritualité orientale. Le bouddhisme? Oui, le bouddhisme, le zen, le Vedanta. En quelle année? En 1974, nous sommes partis pour le pèlerinage de Kumbh Mela en Inde, le plus grand rassemblement religieux du monde. Quand avez-vous rejoint l'entreprise? Un jour, il me dit, nous sommes en train de fabriquer des cartes pour les ordinateurs. C'est intéressant. Il ne s'est pas répandu sur le sujet, d'autant que je n'y connaissais rien en informatique. Pendant l'été 1976, comme je n'avais rien d'autre à faire, je me suis dit, je vais leur prêter main forte. À ce moment-là, où était l'entreprise? À ce moment-là, ils se sont installés dans le garage. Quel garage? Le garage de Steve Jobs. Enfin, celui de la maison de ses parents. Auparavant, il bidouillait dans la chambre d'amis. Mais c'était une chambre minuscule. Alors, ils se sont installés au garage et le père de Steve les a aidés à installer les plans de travail. Steve avait des parents formidables. Ils l'ont énormément soutenu. Vous n'étiez que 3 à ce moment-là? Même pas. Juste Steve Jobs et moi, parce que Steve Wozniak travaillait à plein temps chez Hewlett-Packard. Et vous fumiez des joints à l'époque? Pas beaucoup. Nous préférions les drogues psychédéliques. Nous en prenions ensemble à l'université. À l'époque, la question était quels sont les effets des drogues psychédéliques? Qu'est-ce que la conscience? Comment ça fonctionne? Tous ceux qui prenaient des drogues psychédéliques avaient compris que c'était intéressant, mais c'était le début d'un long processus d'investigation
qui n'est d'ailleurs pas encore terminé. Par la suite, ces drogues se sont répandues dans les cercles artistiques, parce que tous ceux qui avaient un esprit créatif avaient trouvé un moyen de stimuler leur inspiration. Et Steve Jobs a maintes fois dit que le LSD aiguisait sa créativité. Steve nous encourageait lors des réunions hebdomadaires. Il nous disait d'être anticonformiste, de ne pas suivre les règles, d'être inventif et de créer quelque chose qui changera le monde. Changer le monde. Ça me touche, ces jeunes qui rêvaient d'un autre système. Un système meilleur, différent. Et dire que tout ça a commencé dans ce garage. Allez hop, photo. Je la montrerai à ma copine. Enfin, si elle veut bien me revoir un jour. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. Created for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Purification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own heart. We shall prevail. Bang! Elle éclate l'écran, Big Brother meurt. C'est le rêve de la contre-culture. Tuer Big Brother et passer d'un monde en noir et blanc à un monde en couleur. Qui est cette femme? Allez savoir. D'une certaine manière, elle incarne un peu le retour de l'esprit de 1968. Et rappelez-vous le slogan à la fin du spot. Mac, vous verrez pourquoi 1984 ne ressemblera pas à 1984. Même le logo Apple avec ses couleurs arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la Californie, c'est San Francisco, le pays de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le militantisme homosexuel, la contre-culture californienne. Apple utilise les couleurs arc-en-ciel dans son logo. Je définirais Apple comme une entreprise classique, mais qui utilise la contre-culture pour vendre ses produits. Certains collaborateurs d'Apple, notamment Steve Jobs et Steve Wozniak, les fondateurs, ont eu il y a longtemps des liens étroits avec la contre-culture. Mais les technologies qui les passionnaient quand ils ont fondé l'entreprise étaient présentes dans la Silicon Valley, parce que l'armée les y avait implantées. L'industrie informatique descend en droite ligne de l'armée et de la recherche industrielle. Mais les idées au sujet de ce que les ordinateurs peuvent apporter émanent de la contre-culture, de cet espoir que les ordinateurs personnels deviennent des outils, grâce auxquels il deviendrait enfin possible de construire une conscience universelle. Je suis connecté au monde et je peux être encore plus moi-même dans le monde grâce à mon ordinateur personnel. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'aile communautariste de la contre-culture se méfiait de la politique, mais pas du business. Pour elle, contrairement à la politique, le business pouvait changer la société. Et vous avez un iPhone? Bien sûr que j'ai un iPhone. Il est là, dans ma poche. Vous l'aimez? Je l'aime beaucoup. Ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai acheté, le technicien me l'a apporté ici, à Stanford. Et il m'a dit, touchez-le. Je l'ai touché, et c'est vrai que c'est formidable. Et vous l'avez touché? Je l'ai touché, c'est un objet superbe. Pour téléphoner, il y a mieux, mais c'est très pratique pour naviguer sur Internet. Quand je sens mon iPhone dans ma poche, j'ai l'impression d'appartenir au futur. Donc, les anciens hippies se seraient fait des pommes en or en surfant sur la contre-culture. Mais attention, moi je n'ai jamais dit que le business était totalement étranger à l'affaire. Ils n'allaient tout de même pas distribuer leurs produits gratuitement. De toute façon, une entreprise qui récupère la contre-culture, c'est quand même plus révolutionnaire qu'une entreprise qui la combat. Non ?
Tu te souviens de ce que c'est la contre-culture? C'est une réaction qui a émergé contre l'idée qu'on se faisait du fonctionnement de la culture. Beaucoup de recherches ont été menées sur les années 1950 et 1960. L'idée était la suivante. Les systèmes démocratiques capitalistes tendent à favoriser l'homogénéité dans les goûts, dans la pensée, dans le travail, dans tout. La société fonctionne comme une grosse machine. Or, nous sommes des individus distincts, avec des goûts différents, des aspirations différentes. Alors comment unifier tout cela pour produire à grande échelle? En insufflant la conformité à travers la culture. C'est la culture qui génère la conformité des goûts et des idées. Alors, la contre-culture s'est érigée contre ça. Elle voulait bousculer le système, saper le capitalisme par une forme de rébellion culturelle. La société exige des cheveux courts, laissons-les pousser. Elle exige que nous portions des costumes, sautons dans un jean. Ainsi s'est répandue la contre-culture. Le capitalisme ne demande pas du tout une consommation homogène. Donc se rebeller contre le capitalisme, en essayant d'acheter quelque chose de différent ou en adoptant un look différent, n'a jamais mis le système en péril. Au contraire, ça le fait tourner. C'est ce à quoi la rébellion de la contre-culture aboutit. Elle a généré une multitude de modes de vie. Elle a donc multiplié les opportunités de vendre des produits aux gens en fonction de leur mode de vie. La raison pour laquelle les gens achètent tant, cherchent à gagner toujours plus d'argent, sans pour autant être satisfaits, c'est qu'ils cherchent au fond à asseoir leur position. Ils veulent acquérir quelque chose de mieux que ce qu'a le voisin. Si l'on admet que le consumérisme est une concurrence entre consommateurs, alors on mesure à quel point la contre-culture et sa quête du cool ont pu doper le consumérisme. Qu'est-ce qui est cool et comment ça fonctionne la cool attitude? On est cool quand on n'est pas comme les autres. On porte des vêtements très différents, on n'écoute pas du tout la même musique, on n'est pas coiffé pareil. Mais évidemment, de plus en plus de gens deviennent cool. Du coup, plus personne n'est cool. Alors il faut trouver une autre idée. Mais la cool attitude a toujours été une forme de compétition sociale. Rien n'a changé. Les gens ont toujours été soucieux de leur statut social. Si vous lisez les romans du 19e siècle, les gens sont obsédés par leur statut, leur classe sociale. Mais le cool et la contre-culture ont remplacé la hiérarchie traditionnelle. Dans les sociétés urbaines, qui est cool et qui ne l'est pas est tout ce qui importe. Pourquoi? C'est encore une question de statut. Comme toujours, le curseur a bougé, mais le problème reste le même. Je vois. Être cool, c'est être différent. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Ça explique aussi pourquoi la pomme a toujours dragué les artistes, les créatifs. Ce sont ceux qui pensent différemment par excellence. Pablo Picasso n'était plus dispo pour en discuter, du coup, je suis allé rendre visite à Ben Lowy.
le photographe qui monte dans le photojournalisme. Salut, comment ça va? Hey, salut. Ça, c'est Matteo. Matteo. Salut, Matteo. Hey, Matteo, dis bonjour. Ah, et ça, c'est Spud. Rentrez. Merci. Spud, stop. Come on. Oh. La première fois que mes photos prises sur iPhone ont été publiées, c'était en juillet dernier. J'avais un boulot à faire pour The New Yorker. On m'a demandé de travailler en argentique, ce que je n'avais pas fait depuis la fac. Je suis un photographe de l'ère numérique. J'étais terrifié. Et si je cafouille, il n'y a aucun moyen de vérifier. Alors j'ai commencé à prendre des photos avec l'iPhone au cas où. Je les ai imprimées et je les ai apportées au magazine. Je ne leur ai pas dit que je les avais prises avec mon iPhone. Ils ont adoré. C'est là que je leur ai dit, pour info, c'est pris avec mon iPhone. Voici l'une de mes images de Libye, prise avec mon iPhone. On ne voit pas la différence. Pour en arriver là, il y a eu tout un processus. Vous retravaillez vos images sur votre ordinateur? Non. En fait, la seule fois où ces photos approchent mon ordinateur, c'est quand je les imprime. Je ne les ouvre même pas. J'imprime, c'est tout. Sinon, à quoi bon utiliser un iPhone? Et maintenant, avec la dernière version de l'iPhone, c'est encore plus facile. C'est ce que j'ai fait en Libye. J'ai pris des photos et je les ai envoyées directement sur Tumblr, Twitter et Facebook avec une légende. Certains s'y sont intéressés et au bout de quelques jours, à peu près 1500 personnes me demandaient des nouvelles, voulaient des informations. C'est un tout nouveau paradigme pour le journalisme à bien des égards. Ça vaut une photo. Cet ours là dans la rue. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais c'est bizarre. Ben est un artiste. Il prend des photos avec son iPhone. C'est pas mal. J'ai un iPhone, donc moi aussi je suis un artiste. Logique. Aujourd'hui, un clic et on est réalisateur. Un coup de souris et on est peintre. Un coup de pod et nous voilà une rockstar. Si ma copine avait su, elle m'aurait peut-être pas quitté. J'avais justement entendu parler de soirées à Francfort où tout le monde pouvait devenir DJ. Un strudel aux pommes, s'il vous plaît. Ah, voilà. Il y a justement l'adresse dans le journal. Et pourquoi vous êtes habillé comme ça? Parce que c'est la première iPod Battle à Francfort et qu'on va faire la teuf et bang bang. C'est quoi une iPod Battle? C'est un concours entre possesseurs d'iPod. Il faut jouer sa musique et battre les autres équipes. Ok. Vous êtes payé par Apple? On est tous Apple addicts. On a tous un iPhone. Moi, mon iPhone, c'est pas une pomme, c'est une fraise. C'est ça, la pomme l'a compris avant tout le monde. Fini les pompiers, les infirmières, les vétérinaires et les cosmonautes. Tout le monde, et moi le premier bien sûr, on rêve d'être DJ, musicien, graphiste ou réalisateur. Bref, des créatifs, des types cool quoi. Je ne leur ressemble pas à ces jeunes, et pourtant j'ai le sentiment qu'on est tous pareils. Moi aussi je veux monter sur scène, avoir mon quart d'heure de gloire, comme dirait l'autre.
Et puis tant pis si on n'est pas des vrais artistes. Au moins, on a le sentiment d'en être. Allez, je retourne danser. Le snobisme, c'est la volonté pour une personne de quitter le groupe dans lequel elle se trouve initialement pour accéder à un groupe qu'elle juge supérieur et qui est naturellement un groupe plus restreint, un groupe d'initiés en quelque sorte. Et à ce propos, la société de consommation, effectivement, offre au snobisme des potentialités tout à fait stupéfiantes. Il y a toujours eu des gens pour fournir aux snobs le moyen d'être snob, en fait. C'est ça, pour satisfaire son désir. Pour satisfaire son désir, pour combler ses rêves, ses fantasmes. Et c'est très important. Le snob, il est vraiment fondamentalement dans le fantasme, fondamentalement dans le rêve d'une supériorité qui bien souvent n'existe pas en réalité. Et le petit malin, là-dedans, c'est celui qui va lui donner les moyens de le satisfaire. Ça me fait penser à une petite anecdote, si vous voulez. Ian Fleming, l'auteur de James Bond, quand il a terminé son premier bouquin, donc Casino Royale, le premier truc qu'il a fait, c'est d'acheter une machine à écrire plaquée or. Je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs d'Apple qui font un peu ça, si vous voulez. Dès qu'ils ont un petit peu d'argent, effectivement, ils vont s'acheter un ordinateur qui va plaquer or, mais qui est labellisé Apple, comme d'autres vont effectivement acheter un sac Hermès ou un foulard de la même marque ou une voiture ou je ne sais quoi. Je peux le voir? Ce sont de vrais diamants? Ce sont de vrais diamants. Combien? Je ne sais pas combien il y a de carats. Nous fabriquons le téléphone et c'est un joaillier qui sertit les pierres sur le téléphone. D'accord. Nous travaillons toujours sur commande. Nous avons tout le nécessaire en stock. Par exemple de l'or. C'est vraiment de l'or? C'est de l'or. Oui, c'est plaqué or. Celle-ci est en platine. On peut aussi faire de l'or incrusté de diamants. Tout dépend de ce que veut le client. Nous faisons ce qu'il demande. Pas mal de célébrités en ont. Des stars du sport, du football surtout. Ce genre de personnes. Et vous avez de plus en plus de clients? Vous customisez de plus en plus de produits? Le business est florissant. Et ils sont très demandés au Royaume-Uni. Vous travaillez surtout sur les iPhones et les iPads? En ce moment, oui, iPad et iPhone. Et le Macintosh? Nous avons fait un portable plaqué or pour un client, un MacBook Air. Nous l'avons complètement déshabillé, plaqué or et remonté. Le client avait un portable en or. Un portable en or. Et maintenant, il coûte combien? Celui-ci avec les diamants doit coûter autour de 15 000 livres. Super discret. Hein. Pour se promener dans la rue avec. Ou pardon, j'ai fait des traces là. Ah, mais vous inquiétez pas, on va le nettoyer. Bon, d'accord. Il y a peut-être quelques petits excès. Bien sûr, la pomme, c'est un peu de la frime. Mais il n'y a pas que ça tout de même. D'ailleurs, leur pub ne parle jamais des produits. Elle parle de nous. Travailler, apprendre, communiquer, jouer. Il y a une appli pour tout, comme ils disent. La libération de l'homme, enfin, celui qui achète la pomme, sera totale ou ne sera pas. Bonjour. Bonjour. On est en train de faire une leçon de français. Ah, c'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. Ici, c'est le département de mathématiques. Dans cette classe, on fait des probabilités avec des cartes. Oh, ok.
Maintenant, prenez vos iPads, on va faire des maths. Vous laissez ça, on finira plus tard. Allons-y. Ça, c'est pour apprendre les tables de multiplication. Ça ressemble à un jeu de bingo. Et tu préfères quoi, les maths sur le livre ou sur l'iPad? Sur l'iPad, c'est plus amusant, c'est comme un jeu. Quand nous avons eu les iPads, nous pensions plutôt les utiliser pour finaliser les tâches. D'abord le livre, ensuite l'iPad. Nous le considérions plutôt comme quelque chose de ludique. Nous étions loin d'imaginer la place qu'il allait prendre. Nous l'utilisons tout le temps. Nous faisons des langues, des maths, du dessin, de la musique, toutes sortes de choses sur l'iPad. Nous l'avons depuis 1 an maintenant et nous avons fait tant de choses avec, c'est impressionnant. C'est vraiment incroyable. Les enfants l'adorent, ça les motive énormément. Alors, je ne sais pas s'il serait possible d'imaginer un enseignement uniquement sur iPad, mais ce que je sais, c'est qu'il serait vraiment difficile d'enseigner sans lui. Lui, c'est Ben. Ben, tu peux me montrer comment on joue? Je connais pas bien cette application, en fait. Quel instrument tu aimes? Mon instrument préféré, c'est la guitare. Ah, ok. Et tu joues de la guitare? Oui. Tu as une guitare chez toi? Oui. Ah ouais. En fait, on m'en offre une pour mon anniversaire qui tombe demain. Demain? Oui. Ah ouais, tu auras quel âge demain? J'aurai 10 ans. Super. Et qu'est-ce que tu préfères, jouer de la vraie guitare ou? La vraie guitare. La vraie guitare? Oui. Je trouve ça plus sympa. Et tu peux essayer de nous jouer un petit morceau de guitare? C'est pas facile. Là, je suis un peu perdu. Est-ce un élevage de futurs consommateurs? Ou ces gamins vont-ils savoir faire la part des choses? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont grandir comme nous? C'est une révolution cognitive, un changement radical. Fini le papier, les crayons, les sciences mécaniques. Nous évoluons désormais dans le cyberespace où le virtuel est devenu plus réel que le réel. Et comme l'avait souligné le philosophe français Jean Baudrillard, l'hyper-réalité a pris le pas sur la réalité. Et quand on prononce iPod, iMac, on dit moi. On devient la machine. Oui, vous fusionnez avec votre machine. Vous êtes intégré dans sa symbolique. L'être humain a toujours été friand de symboles. Nous avons coutume de nous référer à des choses que nous identifions comme faisant partie de nous, de notre identité. Le drapeau, etc. Ces machines font désormais partie de notre identité, avec un I comme identité. Mais alors, comment une marque peut-elle s'approprier des valeurs morales? Elles ont repris le flambeau du symbolisme. Quand on vit dans une société laïque, on a besoin de croire en quelque chose, on a besoin de symboles pour nous guider. En fait, le marketing a envahi les esprits au point de devenir inconscient. On ne le remarque plus. D'ailleurs, nous, les êtres humains, nous considérons peut-être aussi comme un genre de marque. Pas une entité spirituelle, mais aussi quelque chose que l'on peut vendre littéralement via des sites web, des réseaux sociaux, des iPods, tout ce que vous voulez. C'est vraiment une révolution. L'un des professeurs de cette université est même devenu célèbre pour ça. Je veux parler de feu Marshall McLuhan. Il a prédit que la révolution cognitive allait s'opérer grâce aux changements technologiques qui viendraient prolonger notre enveloppe corporelle. C'est fait. Mon téléphone est une excroissance de moi-même. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. C'est vrai qu'à bien y réfléchir, je commence à la trouver un peu collante, la pomme. Est-ce qu'elle aurait fini par s'immiscer en moi?
un scanner s'impose. Donc vous allez vous allonger ici, vous mettez votre tête dans la t-shirt s'il vous plaît. J'ai apporté un scan de mon cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je vois un iPhone? Je pense que vous avez une relation privilégiée avec votre iPhone. Nous avons mené une récente étude. Elle a révélé une activité accrue à 2 endroits chez les gens amoureux des iPhones. Vous entendez ce que j'ai dit? Amoureux. L'étude a révélé que l'utilisation de l'iPhone activait la même région du cerveau que lorsqu'on est amoureux de quelqu'un. Et c'est sans doute ce qui explique cette addiction au téléphone. On observe aussi une activité au niveau des amygdales. Les amygdales sont vraiment une zone qui reflète la peur. Si vous avez peur d'être seul, peur d'être violé ou volé, cette zone sera activée. Et avec votre iPhone, cette zone sera activée aussi. Parce que vous avez peur d'être coupé du monde. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'iPhone a réussi à aller plus loin que la plupart des téléphones mobiles. Parce qu'il ne véhicule pas seulement le facteur peur, il véhicule en plus le facteur amour. C'est pourquoi Apple se porte si bien en ce moment. Parce qu'il est impossible pour un concurrent de s'aligner. Comment lutter contre l'amour? Aujourd'hui, la marque a dépassé le produit en générant une émotion particulière. J'appelle ça une religion. Et j'étudie le phénomène depuis 7 ans. Depuis notre première étude sur les consommateurs amoureux d'une marque. Peu de consommateurs et peu de marques entrent dans cette catégorie assimilable à une religion. Harley Davidson, Hello Kitty, Apple. Apple a même réussi le prodige de devenir à la fois un culte et une religion de masse. Moins les religions font d'adeptes dans le monde, plus on vénère Apple. Les gens ont besoin de croire en quelque chose. Comme les églises ne suscitent plus l'engouement, elles sont remplacées par les marques. Et c'est important pour une marque d'être une marque religieuse? Bien sûr. Déjà, pour marquer sa différence, c'est très important. Ensuite, ça influe sur le budget qu'un consommateur est prêt à consacrer au produit. Si les gens ne considèrent plus un appareil comme quelque chose de simplement utilitaire, s'ils commencent à éprouver une émotion avec, alors le prix n'entre plus en ligne de compte. C'est comme si je vous demandais d'évaluer le prix de votre compagne. Si je vous dis « elle coûte combien ?», vous allez me répondre « mais Martine, comment osez-vous me poser une question pareille ?» Bon, alors je tente le coup avec votre iPhone. Je veux acheter votre iPhone tel qu'il est, avec vos données, toutes vos applications, tous vos contacts. Combien? Je préfère vous donner ma copine. Pourvu qu'elle n'entende jamais ça. Mais c'est exactement ce qui arrive. On ne peut plus s'en passer. C'est pourquoi nous avons constaté en scannant votre cerveau qu'il s'agissait d'une histoire d'amour. Comment y mettre un prix? Impossible. Ce que m'a dit Lindstrom m'a angoissé. J'ai réécouté le message de ma copine. Elle avait raison depuis le début. Je suis amoureux d'un téléphone. Ça explique ce petit frisson que j'ai à chaque fois qu'il vibre dans ma poche. Le plaisir que j'ai à le caresser. Finalement, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt ce voyage. Quand on aime, on perd un peu son sens critique. Mais au moins, je crois que j'ai évité le pire. Non, enfin, moi comme je te l'avais dit, c'est sur le coude ici. Ok. Au-dessus du coude, voilà. Enfin, moi ici, sur le coude, ouais. Voilà, plutôt. Et hier, c'était en bas, mais on peut. Ouais, comme c'est dit, toi tu veux. C'est toi qui dis. Oh non, pas cette taille. De cette taille-là, quand même. Mais non, tu vois une tache là. Tu vois un grain de beauté qui a été éclaté. Avec ta taille. Le tatouage, c'est une sorte d'affirmation de ouais, je suis dans le clan Apple, quoi.
Ça va? Ouais, ça va. Pour moi, c'est pas une marque, quoi. Ça va au-delà, c'est un esprit, c'est une communauté, c'est une façon de penser aussi. C'est le think différent d'Apple qui s'exprime. Ah, ça va, ça roule. Un petit peu, mais ça va, c'est cool. La pomme a bien failli avoir ma peau. Il fallait que je souffle, que je me mette au vert, que je trouve un lieu sain où les marques sont interdites, la technologie prohibée. Un lieu dans lequel je puisse méditer en paix, me laver spirituellement. Une retraite pour réfléchir à la vie. Et surtout, à la façon dont je pourrais reconquérir celle que j'aime vraiment, et qui est tout sauf la reine des pommes. Les yeux tournés vers le ciel, les bras tendus vers le Seigneur, j'étais sur le point de me joindre au cœur. Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo, consacrali con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo. Quand stupeur et damnation. Je le récupère. Il est précieux. Et ça fait longtemps que vous avez l'iPad? En fait, j'ai acheté l'iPad 2 le jour de sa sortie et j'ai fait pareil avant pour l'iPad. Je suis... Enfin, dans ce lieu sacré... Je peux le confesser, je suis infidèle d'Apple et de sa technologie. Et qu'est-ce que vous pensez de la comparaison qu'on fait entre Apple et des religions? C'est une opération linguistique, commerciale aussi, et il n'y a rien de mal là-dedans. Parce que Steve Jobs ne propose pas de se substituer à Dieu ou à Jésus. Tant qu'il ne fait pas ça, tout va bien. Personne ne mettra jamais cet instrument, l'iPad, à la place du tabernacle. Tout le monde comprend que ça reste un simple outil. Très bien fait, mais juste un outil. La seule chose qui doit nous préoccuper est de ne pas se faire voler la liberté par le marché. Don Padrini? Si. Il y a votre iPhone qui vient de sonner. Ah si. Croyant ou non croyant, jeune ou vieux, barbu ou à moustache, Stones ou Beatles. Nous voici donc tous égaux face à l'envie de croquer la pomme. Ma musique, mes infos, mon boulot, toute ma vie dans une pomme. Elle serait devenue mon unique accès au monde? J'ai la tête en compote. J'ai besoin d'un regard aiguisé, celui d'un défenseur de la liberté d'expression, comme Tim Wu, un conseiller d'Obama. Ce qu'Hollywood a fait dans le cinéma, Apple l'a fait dans l'informatique en rendant ses machines faciles d'accès. Vous savez, les gens ont beau prétendre le contraire, en fait, c'est ça qu'ils veulent. Si vous les écoutez, ils disent tous « Je veux de la liberté, je veux être libre, avoir le choix de faire ce que j'ai envie de faire, je veux être moi-même. » Mais face à un bel iPhone ou à un bel iPad, ils craquent tout de suite.
De même, ils vont affirmer « Je veux voir des films indépendants, des films d'art et d'essai », mais au bout du compte, les films hollywoodiens remplissent bien mieux les salles. C'est comme ça. Apple a de très bonnes relations avec Hollywood. Steve Jobs l'a même formulé. Les Américains veulent Hollywood. Il a dit ça? Oui, il a dit que c'était ce que voulaient les Américains. Il parlait d'Apple TV. Il a dit « Nous avons étudié le comportement des Américains, ils veulent des contenus hollywoodiens. Ils ne veulent pas de boulot d'amateur, ils n'aiment pas YouTube, ils n'aiment pas le désordre d'Internet. Ils veulent qu'un tri s'opère et qu'on ne leur propose que ce qui leur convient. En d'autres termes, une recentralisation de la culture. En fait, le concept de liberté est toujours en balance avec la place donnée à la facilité et au confort. Tout le paradoxe est là. Un paradoxe inhérent à la nature humaine. C'est comme le paradoxe du dictateur. Quelle est la meilleure forme de gouvernement? Aujourd'hui, on dit souvent que c'est la démocratie, mais regardez le chaos qui nous entoure. C'est le résultat d'un système trop souple. D'après Platon, la meilleure forme de gouvernement serait une dictature, mais avec un dictateur bien intentionné. Steve Jobs a compris ça. Le secret de l'efficacité, c'est un dictateur éclairé. Mais je trouve qu'il est important de savoir ce que cela veut dire d'être libre et de prendre conscience des entraves éventuelles, même si elles sont discrètes. Quand vous êtes en prison, vous êtes privé de liberté, c'est clair. Mais il existe des formes plus subtiles de coercition. La prise de contrôle sur l'univers culturel, la technologie envahissante. De tout cela, il faut être bien conscient. Tenez, prenez l'iPhone par exemple. Il ne vous quitte jamais, il sait toujours où vous êtes. Il vous suit à la trace, il sait ce que vous faites. Vous lui faites confiance. Bon, c'est vrai, c'est un produit fabuleux, hein. Mais il faut bien savoir où vous mettez les pieds. Savoir où on met les pieds. D'accord. Mais ça ne me dit pas comment résister à la pomme. Et d'ailleurs, puis-je encore lui résister ? Et il n'y avait pas d'autre moyen de protester contre Apple et contre tous ces appareils ? Je suis sûr qu'il y a d'autres moyens. On peut désosser et montrer l'intérieur. Mais ça pourrait ressembler à de l'espionnage industriel. J'ai pensé qu'il valait mieux agir comme ça pour faire passer mon message. Pour dire aux gens, levez les yeux de votre écran. Parce que ça a ce pouvoir. En fait, chacun déconstruit à sa façon, en y réfléchissant à sa manière. Ça, c'était un iPad. Nous l'avons eu le samedi quand il est sorti, et nous l'avons apporté au studio le lundi. Tout de suite, j'ai su que j'avais envie de le brûler. Et qu'est-ce que ça veut dire de brûler un iPad ? Je n'ai pas les réponses. Mon but serait plutôt de soulever des questions. Carboniser mon jouet ? Franchement, ça me coûterait. En même temps, ça pourrait montrer à ma copine que je m'en suis sorti et que je suis prêt pour un nouveau départ. La pomme a rejoint la cohorte des objets du quotidien, tout simplement. Aujourd'hui, je me sens capable d'être moi-même, de penser par moi-même, de vivre libre. Et surtout, je suis capable d'aimer une femme plutôt qu'une pomme. Même si c'est une belle pomme. Alors maintenant, ça va.
Ma copine est revenue, mais je fais gaffe. Je fais un régime. Eh, c'est décidé, je passe au PC. Ouais non, si on peut plus déconner.